Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Charles Tisser. Ce soir, à Découverte, nous faisons le point sur les plus récentes recherches concernant le cancer de la peau, une maladie en pleine expansion. Nous vous parlerons aussi de l'interleukine 2, un traitement expérimental du cancer. Et la marée noire au large de l'Écosse aurait-elle pu se produire dans le Saint-Laurent? Dans la nature, les rayons ultraviolets nous viennent du soleil, mais il est possible de les produire artificiellement. Et en dermatologie, ils peuvent être très utiles. Cette cabine, par exemple, émet des rayons ultraviolets. Elle permet de traiter les personnes qui ont des formes très poussées de psoriasis ou d'eczéma, des affections de la peau qui, dans leur cas, peuvent recouvrir la totalité de leur corps. Avec des médicaments et sous surveillance médicale, des cabines telles que celle-ci permettent de contrôler leurs problèmes à 95%. Les rayons ultraviolets, donc, ont un bon côté. Mais, comme on le sait, ils peuvent aussi, malheureusement, être très nocifs. Et de façon générale, ils sont à l'origine d'une progression très inquiétante des cancers de la peau. Le cancer de la peau. Depuis 10 ans, chez les Blancs, son augmentation est foudroyante partout dans le monde. 500% en Australie, la pire région du globe. 300% en Floride, 100% au Canada. D'où vient cette augmentation? Qui sont les grands coupables? On ne peut y échapper, le vrai responsable de cette situation, c'est notre comportement, notre recherche effrénée d'un corps tout basané. Pourtant, la diminution dramatique de la couche d'ozone est souvent mise au banc des accusés. En fait, la couche d'ozone ne crée pas ce problème, elle ne fait que l'accentuer. La lumière ultraviolette est probablement la principale cause du cancer de la peau. Bon, comme la quantité d'ultraviolet va augmenter avec la diminution de la couche d'ozone, on peut croire que la perte d'ozone va contribuer à l'augmentation du nombre de cancers. Mais actuellement, ce qui contribue le plus à cette augmentation des cancers de la peau, ce n'est pas la diminution de la couche d'ozone, mais la manière dont les gens s'exposent au soleil. Ce culte du bronzage est relativement récent. Ce n'est qu'avec le développement de l'aviation après la Deuxième Guerre mondiale que l'habitude des vacances au soleil s'est développée. Mais à trop vouloir prendre couleur, on risque de nuire à sa santé, car cette exposition répétée au grand soleil a fait des rayons ultraviolets des ennemis sournois. Pourtant, les rayons ultraviolets ne constituent que 5% du rayonnement solaire, mais ils sont nocifs à des degrés divers. En principe, les rayons ultraviolets de type C sont directement bloqués par la couche d'ozone. Les UVA, par contre, pénètrent assez profondément. Ils jouent un rôle important dans le vieillissement de la peau. Mais les plus redoutables de tous, ce sont les UVB qui sont à l'origine de la très grande majorité des cancers de la peau. En fait, les UVB affectent 3 sortes de cellules de l'épiderme. Les mélanocytes, les cellules basales et les cellules squameuses. Les cellules basales et squameuses donnent 2 types de cancers relativement peu dangereux parce qu'ils sont peu portés à se propager. La situation est différente avec les mélanocytes qui donnent le pire des cancers de la peau, le mélanome malin. Ce cancer est difficile à guérir à cause des métastases qui se propagent de façon foudroyante, principalement dans les os et le cerveau. Le nombre de personnes touchées augmente de façon saisissante. Aux États-Unis, en 1935, une personne sur 1500 est atteinte d'un mélanome malin. En 1960, c'est 1 cas sur 600. 1980, 1 cas sur 250. 1985, 1 sur 150. Finalement, en 1991, 1 cas sur 105. Pour l'an 2000, on prévoit qu'une personne sur 75 aura un mélanome.
Cette situation alarmante a donc amené un grand nombre de chercheurs à étudier la façon dont les rayons ultraviolets déclenchent les mécanismes de cancérisation. C'est le cas du docteur Nakazawa au Centre international de recherche sur le cancer à Lyon, en France. Il y a 4 ans à peine, on a identifié dans les cellules humaines un gène maintenant célèbre, le P53. Ce gène joue un rôle déterminant dans le contrôle des divisions cellulaires. Or, dans les cellules cancéreuses de la peau, ce gène est anormal. Il a subi une mutation responsable de la multiplication anarchique des cellules. Peut-on attribuer cette mutation aux rayons ultraviolets? Il semble bien que oui, puisqu'en irradiant des cellules saines avec des rayons ultraviolets B, le docteur Nakazawa obtient cette même mutation du gène P53. Ce gène P53 est très important dans le processus de cancérisation. On le retrouve modifié dans toutes les formes de cancer de la peau. Nos expériences montrent que s'il y a mutation de ce gène, la mutation est causée exclusivement par les rayons ultraviolets. Pour nous, le lien est évident. If there is a mutation on this gene, it's exclusively induced by UV. So maybe UV induced also melanoma, which may have this mutation. Les liens entre les UV et le cancer de la peau semblent donc évidents. Toutefois, plusieurs inconnus subsistent encore. Combien y a-t-il de gènes impliqués? 4 ou 5, comme dans le cancer du côlon? Plus? Moins? Cela reste à déterminer. Quelle est la quantité de rayonnement nécessaire pour causer une mutation? Avec quel délai? C'est difficile à établir car les résultats obtenus en laboratoire sur de simples cellules ne se transposent pas facilement à l'organisme humain. De plus, il est impossible de mesurer la quantité de rayons solaires auxquels on s'expose au cours d'une vie. Toutefois, on peut affirmer que l'effet des rayons ultraviolets est cumulatif. Les tumeurs n'apparaissent qu'après 15 à 20 ans d'exposition intensive. L'exemple des travailleurs œuvrant à l'extérieur le démontre, ce sont eux qui sont les plus touchés. On sait aussi que les brûlures sont la pire des choses, tout particulièrement chez les enfants. 3 gros coups de soleil avant l'âge de 20 ans doublent le risque de contracter un cancer de la peau. La peau a donc une mémoire, ce que confirment aussi les études de pointe en épidémiologie. Chez les Blancs qui ont émigré en Australie après l'âge de 15 ans, on observe un taux de cancer de la peau beaucoup moins important que chez les Blancs qui y sont nés. Par contre, ceux qui ont émigré plus jeunes montrent un taux de cancer de la peau comparable à la population blanche née en Australie. Ce n'est pas tout. Les rayons ultraviolets réduisent nos mécanismes de défense contre le cancer. Ils attaquent les cellules de Langerhans situées dans l'épiderme. Normalement, ces cellules envoient des messages au système immunitaire chargés d'éliminer les cellules cancéreuses de la peau, ce qu'elles ne peuvent plus faire. D'ailleurs, on observe chez les personnes dont le système immunitaire est déficient, personnes atteintes du sida ou qui prennent de la cyclosporine par suite d'une greffe d'organes, une incidence du cancer de la peau anormalement élevée. If we get the mutation on our genome, usually this can be repaired. Normalement, dès qu'une mutation apparaît sur un gène, la cellule la répare. Mais quand la mutation est trop importante, il n'y a pas de réparation. Un autre mécanisme intervient alors. La cellule est éliminée. Ce qui est grave, c'est que les ultraviolets, en plus de provoquer des mutations, peuvent aussi bloquer ce mécanisme qui permet d'éliminer les cellules anormales. And then this UV suppress the apoptotic process. That means that severely damaged cell can survive. De son côté, à Lyon, Janet Hall explore une nouvelle piste reliée à la découverte dans les cellules humaines d'un enzyme capable de réparer les mutations causées par les ultraviolets.
Cet enzyme est-il absent ou en trop faible quantité chez ceux qui sont atteints du cancer de la peau? Janet Hall a choisi comme cible la population qui a le plus à souffrir de ce cancer, la population blanche d'Australie. Les expériences en cours comparent les cellules de gens normaux à celles de gens atteints du cancer de la peau. Cette population en Australie, on connaît beaucoup de choses sur ces gens-là. On a une idée combien de temps ils ont habité là, s'ils ont des grands-parents qui sont venus d'Europe, si par exemple ils prenaient toujours les vacances à côté de la piscine, qu'est-ce qu'ils font comme travail. S'ils font un travail dehors, c'est possible qu'ils sont plus exposés au soleil. Bon, pour nous, on va essayer de voir si on peut faire une corrélation entre s'ils ont un cancer et le niveau de réparation. C'est de montrer si vraiment est-ce qu'il y a une différence entre les gens qui ont le cancer de peau et ceux qui n'ont pas le cancer de peau. Des résultats préliminaires montrent que, passé 30 ans, la quantité d'enzymes de réparation diminue dans les cellules. Mais on ne sait pas encore si ce phénomène est dû à l'âge, à l'exposition aux ultraviolets ou aux deux. Un espoir, ces recherches sur le taux d'enzymes de réparation dans les cellules pourraient déboucher sur un test de dépistage des personnes à risque pour le cancer de la peau. De tous les cancers de la peau, le plus dangereux, on l'a vu, c'est le mélanome malin. C'est celui qui risque le plus souvent de se généraliser s'il n'est pas traité rapidement. Et quand un cancer se généralise, les chances de survie du malade sont amoindries. On a beaucoup entendu parler ces derniers jours à la suite de la réapparition de la maladie de Robert Bourassa de l'interleukine 2. C'est un traitement expérimental mis au point par les Américains et utilisé aussi en France. Un traitement qui offre de nouvelles possibilités. Moi, j'ai pas le choix parce que si on fait rien, les tumeurs vont grossir et c'est fatal au bout d'un an. Donc, quand on m'a proposé l'interleukine, j'ai sauté dessus à pieds joints. Jean-Yves Lecomte est atteint du pire des cancers de la peau, le mélanome malin. Tout a commencé il y a 2 ans par un simple grain de beauté qui démange. Toutes les méthodes connues de traitement ont été appliquées sans succès. 2 chirurgies en moins d'1 an, radiothérapie, chimiothérapie. Les métastases prolifèrent. Aujourd'hui, pour ce patient de l'Institut Curie à Paris, il reste un dernier espoir, l'interleukine 2. L'interleukine 2 a été découverte en 1976. C'est une substance sécrétée par notre système immunitaire. En fait, l'interleukine 2 favorise la multiplication de certains globules blancs, les lymphocytes tueurs, capables de détruire les cellules cancéreuses. Une tumeur cancéreuse, c'est le résultat de la multiplication anarchique de nos cellules. Normalement, notre système immunitaire nous protège contre ce phénomène. Ce sont nos globules blancs qui assument ce rôle. Dès l'apparition de cellules cancéreuses, certains de nos globules blancs, les lymphocytes tueurs, viennent les détruire. Or, la multiplication de ces lymphocytes tueurs est sous le contrôle d'un messager chimique, l'interleukine 2. Nos cellules en produisent très peu, mais grâce au génie génétique, on est capable, depuis 1983, de produire l'interleukine 2 en quantité industrielle. D'où l'idée fort séduisante de multiplier le nombre de nos lymphocytes tueurs par un traitement choc à l'interleukine 2. Le docteur Steven Rosenberg du National Institute of Health de Bethesda, près de Washington, est l'instigateur de ce traitement appelé immunothérapie ou biothérapie. We can cure today, with currently available treatments, about half of all individuals who develop the disease with the use of surgery, radiation, and chemotherapy. But we obviously need to do better. And I think these biologic therapies represent our best hope for being able to do better in the future. Les travaux du Dr Rosenberg montrent que ce sont les cancers de la peau et du rein qui répondent le mieux à l'interleukine 2, 2 types de cancers qui sont réfractaires aux thérapies conventionnelles. Actuellement, quelques milliers de malades ont été traités par l'interleukine 2. Ici, à l'Institut Curie de Paris, les docteurs Pierre Pouillard et Hervé Friedman font équipe pour cette recherche. Leurs résultats sont similaires à ceux du Dr Rosenberg.
Le problème avec le cancer, ce sont les métastases, des amas de cellules anormales qui se répandent partout à partir de la tumeur initiale. Sur cette radiographie, les taches noires représentent des métastases qui ont envahi la rate. Dans le cas de Jean-Yves Lecomte, les métastases ont régressé après seulement 15 jours de traitement intensif à l'interleukine 2. Mais trop souvent, après avoir régressé rapidement, les métastases réapparaissent. Tout est à recommencer. Régression stable, pour l'instant, je dirais entre 25 à 30%. Mettons 25%, 1 sur 4. Des régressions fréquentes, mais transitoires, c'est 60%, à peu près 60%. Mais elles sont transitoires. Ces régressions transitoires signifient que chez 60% des patients, les métastases réapparaissent quelques jours après la fin du traitement. Ces résultats ont amené les chercheurs à repenser les stratégies utilisées. La première méthode, l'injection directe d'interleukine 2 par voie intraveineuse, est complètement abandonnée. La deuxième méthode représente une innovation majeure. Elle consiste à prélever chez le malade des globules blancs parmi lesquels se trouvent les lymphocytes tueurs. L'opération prend 4 heures. Au laboratoire, on met les cellules prélevées dans des sacs contenant un milieu de culture bourré d'interleukine 2. Puis, on laisse les lymphocytes tueurs se multiplier pendant plusieurs jours. Mais depuis un certain temps, pour améliorer la méthode, on prélève exclusivement les lymphocytes tueurs qui ont déjà envahi les tumeurs. Ce sont les plus virulents. On les appelle les TIL pour Tumor Infiltrating Lymphocytes. Ce petit sac contiendra entre 10 et 20 milliards de ces lymphocytes tueurs traités à l'interleukine 2, tous réinjectés au malade d'un seul coup. Ici, au microscope, on voit en rouge des lymphocytes tueurs dopés à l'interleukine 2 qui attaquent une cellule cancéreuse colorée en bleu. Les lymphocytes tueurs rampent vers la cellule ennemie et s'y accrochent. Observez bien, elle va éclater. L'attaque est réussie. Pourtant, même avec les TIL, les résultats ne sont pas pleinement satisfaisants. Il faut trouver mieux encore. La dernière innovation consiste à améliorer leur action au moyen du génie génétique. On introduit à l'intérieur des lymphocytes tueurs, issus des tumeurs, un gène qui sécrète une substance capable, elle aussi, de s'attaquer aux cellules cancéreuses. Depuis 1991, à Bethesda, une vingtaine de patients ont reçu ce traitement qui associe les TIL et la thérapie génique. Il est trop tôt pour en évaluer l'efficacité. Toutefois, tous ces efforts pour lutter contre le cancer ne doivent pas faire perdre de vue les effets secondaires de l'interleukine 2. À forte dose, ils sont très éprouvants. Dans certains cas, on contrôle assez bien les plus graves, tension artérielle ou édème pulmonaire. Mais les autres, forte fièvre, vomissements, fatigue, font encore partie du portrait. Finalement, malgré les limites actuelles de l'immunothérapie, on peut dire que c'est une voie prometteuse pour lutter contre le cancer. Un bilan récent nous montre que même lorsque la tumeur réapparaît après le traitement, la vie des patients est prolongée de façon significative par rapport aux autres types d'interventions. C'est-à-dire qu'indépendamment de l'évolution de la tumeur, il se passe une sorte de stimulation des capacités vitales, j'allais dire, du patient par l'interleukine 2 et qui peut rendre compte de cette prolongation de la survie dans de bonnes conditions. Il ne s'agit pas d'une survie de type hospitalière chez les patients qui sont branchés ou en réanimation. Il s'agit de patients à domicile. Et ceux qui sont condamnés à mort à brève échéance se raccrochent à cet espoir. Ah bah oui, d'autant que je vous dis, j'ai plus beaucoup de choix. Hein. Ah, si l'interleukine ne marche pas. L'augmentation très importante des cas de cancer de la peau motive les chercheurs à mettre au point un test de dépistage des personnes à risque. Mais il est très difficile de prévoir dans combien de temps ce test sera disponible. En attendant, en cas de doute, la meilleure solution, c'est de consulter un dermatologue. La minute que vous commencez à avoir une excroissance sur la peau, quelque chose qui était inhabituel, quelque chose qui vous pique, qui s'ulcère ou qui
qui saigne moindrement, qui n'était pas là avant, je pense qu'à ce moment-là, c'est une bonne raison pour aller voir votre médecin. Un petit peu d'anesthésie locale. Pour ce patient, fidèle aux hivers en Floride depuis 1975, c'est l'apparition d'une petite tache qui démange qui a donné le signal. Pour le docteur Raymond, il est préférable de ne pas attendre pour extraire cette petite tumeur cancéreuse. Heureusement, il ne s'agit pas d'un mélanome malin, mais d'une tumeur d'origine basocellulaire peu encline à donner des métastases. La guérison ne pose pas de problème. De toute façon, ce patient a l'habitude, puisque chaque année, l'histoire se répète. Une petite tumeur de même nature fait son apparition. Pourquoi le cancer de la peau est-il si fréquent chez les Blancs, alors qu'il est à peu près inexistant chez les Noirs? Tout dépend de notre type de peau. Globalement, selon le degré de pigmentation de leur peau, les humains se partagent en 6 grandes classes. Le type 1, yeux bleus, cheveux roux, peau blanche qui ne bronze pas et brûle automatiquement. Alors qu'à l'autre extrémité, on retrouve le type 6, à peau noire très foncée. La grande différence entre chacun vient des mélanocytes situés dans la couche basale de l'épiderme. C'est eux qui fabriquent la mélanine. Ce pigment noir, on le sait, sert d'écran protecteur contre les rayons ultraviolets. Curieusement, le nombre de mélanocytes fabriquant la mélanine est le même pour tous, blanc ou noir. Ce qui varie selon le type de peau, c'est la quantité, la dimension et la répartition des grains de mélanine fabriqués par ces cellules. Chez la personne de type 1, à gauche, les grains sont petits, peu nombreux. De plus, ils sont situés exclusivement dans les couches profondes de la peau. À l'opposé, chez la personne de type 6, à droite, les grains de mélanine sont gros et abondants. On en trouve dans toutes les couches jusqu'à la surface de la peau. On ne s'étonnera donc pas que seules les peaux qui contiennent beaucoup de mélanine puissent être gavées de soleil sans risque de mutation pour les cellules. Les rares cas de cancer chez les Noirs se développent aux mains et aux pieds, là où il y a le moins de mélanine. À l'origine, les humains avaient probablement la peau noire. Mais quand ils ont commencé à émigrer partout, leur peau noire était mal adaptée aux régions peu ensoleillées, surtout à cause du rôle du soleil dans la production de la vitamine D. C'est à cause de ça probablement que les humains se sont adaptés peu à peu, en développant une peau claire. Et ce n'est que tout récemment, depuis l'avènement de la mode du bronzage, que les peaux plus claires sont menacées par le cancer de la peau. Et la couche d'ozone dans tout ça? L'ozone qui, dans la haute atmosphère, bloque une partie des ultraviolets. Sa diminution est dramatique. L'augmentation des cancers de la peau aussi est dramatique. Toutefois, les cancers que l'on observe aujourd'hui ne sont pas liés à la perte d'ozone. Ils sont attribuables à nos comportements dans le passé. Et dans l'avenir, on sait que la couche d'ozone va diminuer au moins pendant 50 ans encore. Si nous continuons de courtiser sans discernement les rayons du soleil, l'augmentation des cancers de la peau va donc connaître un rythme encore plus accéléré. Pourtant, on sait comment arrêter ce cycle meurtrier. En priorité, il faut mettre fin de toute urgence à l'équation sans fondement, bronzage égale bonne santé. De façon tout aussi essentielle, il faut cesser immédiatement d'attaquer la couche d'ozone. Sans sa protection, les enjeux vont bien au-delà du cancer de la peau. C'est toute la question du maintien de la vie sur notre planète qui en dépend.